Vous ne pouvez pas rester ici pendant une crise, allez nettoyer les couloirs, dit le sergent sans lever les yeux, en lui fourrant un balai dans les mains. Monsieur, je suis venu aider au bloc D, répondit calmement la femme en civil malgré son impolitesse. À l'aide? Regardez-vous, nous avons besoin de professionnels, pas de personnel de nettoyage. Les autres policiers l'ignorèrent complètement, concentrés sur leur plan de sauvetage défaillant. 8 gardes meurent pendant que vous nous faites perdre notre temps, a lancé le sergent. Ce qu'il n'a pas vu, c'est le tatouage de serpent noir enroulé autour d'un poignard sur son bras, une marque instantanément reconnue par tous les soldats des forces spéciales, la même femme qui avait conçu les systèmes de sécurité de cette prison. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous en nous indiquant d'où vous regardez. Cette histoire révèle ce qui se passe lorsque vous jugez un livre à sa couverture dans l'endroit le plus dangereux imaginable. Les alarmes ont retenti à 14h47 exactement dans la prison de haute sécurité de Sidari, code rouge, toutes les unités se dirigent immédiatement vers le bloc D, la radio crépitait de panique. Le réalisateur Walsh fait irruption dans la salle de contrôle et découvre le chaos partout. Tous les écrans montraient le même cauchemar, 47 des criminels les plus dangereux du pays s'étaient évadés du bloc D après une défaillance des serrures électroniques lors d'un transfert de prisonniers de routine. Comment cela a-t-il pu arriver, demanda Walsh. Le sergent a essuyé la sueur de son front, expliquant qu'une surtension avait frappé le système principal pendant le transfert. Marcus, Razor, Ventura et son équipe ont pris le contrôle avant que nous puissions réagir. Sur l'écran 12, Razor se tenait dans la cour de la prison entouré de ses partisans. 8 gardes gisaient sur le sol, attachés avec des attaches en plastique, en otage. Le meurtrier condamné tenait dans ses mains quelque chose qui glaçait le sang de Walsh. Ce sont des explosifs? Des bombes artisanales? Ils menacent de faire sauter tout le pâté de maison si leurs demandes ne sont pas satisfaites, a déclaré Walsh en regardant sa montre. La garde nationale devait arriver dans 6 heures avec l'ordre de tirer pour tuer. Nous devons mettre fin à cela avant cela, sinon les gardes mourront. S avait tout essayé. Les négociations téléphoniques ont échoué, Razor a raccroché après seulement 30 secondes. Les gaz lacrymogènes n'ont pas pu atteindre le bloc D car le système de ventilation était hors service. Le SWAT a été piégé à l'extérieur des barrières électroniques. Monsieur, nous n'avons plus d'option, admis S. Les écrans montraient Razor pressant un couteau contre la gorge de Peterson, un jeune garde qui avait débuté 2 mois plus tôt. Dites au directeur Walsh qu'il a 5 heures, pas si, a déclaré Razor. Pour chaque heure d'attente, nous blessons gravement l'un de ces hommes. Walsh sentait le poids de 8 vies entre ses mains, il ne s'agissait pas seulement d'employés, mais de père, de fils, de mari. Continuez à essayer les téléphones, trouvez-moi tous les experts en négociation de l'État, a-t-il ordonné. Il doit y avoir quelque chose qui nous échappe. Mais à mesure que les minutes s'écoulaient et que la date limite approchait, une pensée hantait Walsh, et s'ils étaient complètement dépassés? Personne ne savait que la solution à cette situation impossible était sur le point d'entrer par la porte d'entrée, déguisée en la dernière personne à laquelle on s'attendrait pour les sauver tous. Une femme ordinaire vêtue d'un jean et d'un pull gris est entrée dans le hall de la prison. Elle portait un petit sac à dos et se déplaçait silencieusement dans le chaos. Le sergent a à peine levé les yeux de sa radio. 3 heures s'étaient écoulées depuis le début de l'émeute et toutes les tentatives de négociation avaient échoué. Razor avait déjà cassé le bras d'un autre garde pour prouver son point de vue. « Vous êtes le concierge d'urgence » demanda sèchement S à la femme. Elle hocha la tête. « Enfin quelqu'un qui peut vraiment nous aider. » S a attrapé un balai et a sauté dans le placard à fournitures. Commencez par les couloirs principaux, nous devons nettoyer ce désordre avant l'arrivée des fédéraux. La femme a accepté le matériel de nettoyage sans se plaindre, sans poser de questions, sans protester contre la situation dangereuse. Elle a simplement accepté la tâche et s'est mise au travail. Elle s'était trop stressée pour penser clairement. Chaque appel à Razor se terminait par des menaces. Tous les plans tactiques échouaient. 8 hommes compétents ont été piégés avec des tueurs pendant que ce concierge silencieux s'inquiétait de la propreté des sols. « Restez loin du bloc D » cria S. « Nous avons un problème là-bas. » Elle hocha de nouveau la tête et commença à passer la serpillière près de l'entrée. S est retourné à ses radios et à la gestion de crise en l'ignorant complètement. Ce qu'S n'a pas remarqué, c'est la façon dont la femme bougeait, son dos parfaitement droit, ses yeux scrutant chaque recoin, chaque sortie, chaque caméra de sécurité. Elle tenait le manche de la serpillière comme quelqu'un habitué à manier des outils bien plus mortels. Elle nettoyait selon un modèle militaire, précis,
systématique, efficace, méticuleux. Mais S était trop préoccupé par l'échec de ses plans de sauvetage pour y prêter attention. La femme travaillait en silence, invisible pour tous ceux qui se précipitaient autour d'elle. Elle n'était qu'une employée de bas niveau faisant son travail pendant la pire crise de l'histoire de Sidari. Si S avait regardé de plus près, il aurait peut-être remarqué le petit tatouage sur son bras droit lorsqu'elle a retroussé sa manche. Mais il était trop important pour ça. La femme a retroussé ses manches pour mieux nettoyer. C'est à ce moment-là qu'S l'a vu, un serpent noir enroulé autour d'un poignard. Le tatouage couvrait la majeure partie de son bras droit. S s'est arrêté au milieu d'une phrase à la radio. Il connaissait ce symbole, chaque soldat le reconnaissait. Les forces spéciales d'élite, les soldats les plus dangereux du monde. Mais c'était impossible, c'était juste un concierge. S hocha la tête et continua à aboyer des ordres dans sa radio. Il avait probablement tort, beaucoup de gens ont des tatouages militaires, cela ne voulait rien dire. La femme continuait à travailler, se déplaçant d'une pièce à l'autre avec une précision parfaite. Elle n'a dérangé personne. Elle n'a posé aucune question. Mais S remarqua quelque chose d'étrange, elle se tenait comme un soldat. Dos droit, yeux alertes. Elle tenait le manche de la serpillière comme une arme. Lorsqu'elle tournait à un coin de rue, elle vérifiait d'abord les deux directions. La femme a appelé S. Elle avait l'air déterminée, intrépide, inébranlable. La plupart des civils seraient terrifiés en cas d'émeute dans une prison. Elle était calme. Ce tatouage, où l'as-tu fait, demanda S, alarmé. Elle a répondu simplement. L'estomac d'S se noue. Il avait donné un balai à une ancienne combattante et lui avait demandé de nettoyer les sols pendant la plus grande crise de sa carrière. Mais sa fierté a pris le dessus. Il ne pouvait pas admettre qu'il avait fait une erreur, pas maintenant, pas avec sa réputation en jeu. Très bien, nettoie ces sols, dit-il faiblement. Elle hocha la tête et retourna au travail. Il restait 2 heures avant l'arrivée de la garde nationale. Razor venait de casser le bras d'un autre garde devant la caméra. S a échoué sur tous les fronts et la seule personne qui aurait pu l'aider était de nettoyer le sol parce qu'il était trop fier pour demander de l'aide. Le directeur Walsh est passé et s'est arrêté. Il regarda la femme qui travaillait. S, qui est-elle? La femme a dit, le concierge. Walsh regarda le tatouage puis son allure militaire. Puis à S comme s'il était fou. Es-tu sûr? Les écrans ont montré une scène horrible. Razor a maintenu la main du garde Peterson contre le sol en béton. Puis il l'a violemment piétiné. Le cri de Peterson résonna dans les haut-parleurs de la salle de contrôle. En 1 heure, nous allons casser quelque chose de plus gros, a déclaré Razor à la caméra. Il reste encore beaucoup d'ossements. S se sentait malade. Ses appels à Razor sont restés sans réponse. Tous les plans tactiques ont échoué. L'équipe du SWAT n'a pas pu franchir les portes verrouillées. Le directeur Walsh a regardé la femme continuer à nettoyer. Elle a bougé avec détermination. Chaque pas avait un sens. Ses yeux vérifiaient constamment les sorties et les positions des caméras. Ah, dit doucement Walsh. J'étais au Vietnam. Je sais à quoi ressemble l'entraînement militaire. Monsieur, elle est juste là pour nettoyer. Regardez-la, sergent. Regardez-la attentivement. La femme avait terminé le couloir principal. Elle se tenait. Parfaitement droite, les pieds écartés à la largeur des épaules. Une position militaire classique. Son sac à dos placé pour une prise rapide. Elle scruta la pièce comme si elle préparait quelque chose. Ce n'est pas ainsi que se comportent les concierges, a déclaré Walsh. Elle sentit son visage rougir. Monsieur, je lui ai déjà demandé. Elle a dit qu'elle était dans l'armée. Mais quoi? Vous avez donné un balai à un vétéran de guerre lors d'une prise d'otage? La radio crépitait à nouveau. Razor a proféré de nouvelles menaces. Un garde était déjà inconscient. Un autre avait un bras cassé. 6 autres attendaient leur tour. Il nous reste 90 minutes, a déclaré Walsh. Rien ne fonctionne. S a fait face à son échec. Toutes ces tentatives de négociation ont aggravé la situation. L'équipe tactique était coincée. Des otages étaient blessés pendant qu'il protégeait son ego. La femme a fini de nettoyer et s'est tenue près du placard à fournitures. Elle attendait de nouveaux ordres, prête à aider de toutes les manières possibles. Walsh a pris une décision.
Amenez-la ici maintenant. Monsieur, je ne pense pas que ce soit un ordre, sergent. S a ravalé sa fierté. Il s'est approché de la femme qui était restée invisible pour lui pendant 3 heures. Madame, le directeur souhaite vous parler. Elle le suivit sans poser de questions, prête à affronter tout ce qui allait suivre. Walsh a regardé la femme entrer dans la salle de contrôle. Son regard s'est immédiatement porté vers les écrans. Elle les regardait comme si elle lisait une carte de champ de bataille. « Comment t'appelles-tu » demanda Walsh. « Mia. »« Juste Mia » répondit-elle. Elle regarda S, puis Walsh. « Mia Blackwood » dit S nerveusement. Il n'était toujours pas sûr que c'était une bonne idée. Et si elle ne pouvait pas aider? Et si elle empirait les choses? Sa réputation ne tenait déjà qu'à un fil. « Parlez-moi de votre service militaire » a demandé Walsh. « Force spéciale de l'armée. »« 12 ans de service actif » répondit-elle. Elle sentit la pièce tourner. Les forces spéciales signifiaient qu'elle était sa supérieure. Les forces spéciales signifiaient qu'elle avait une formation qu'il ne pouvait même pas imaginer. Les forces spéciales ont fait en sorte qu'il ait passé 3 heures à traiter un expert en combat comme un simple employé. « Avez-vous déjà eu affaire à des prises d'otages » demanda Walsh. Parfois, sur l'écran, Razor traînait un autre garde jusqu'au centre de la cour de la prison. Le garde Martinez, père de 3 enfants, avait un couteau pressé contre sa gorge. « Nous avons 1 heure, directeur Walsh. » Alors celui-ci meurt. Walsh s'est tourné vers Mia. « Pouvez-vous nous aider ?» Elle a étudié les écrans pendant 30 secondes. Ses yeux ont scanné chaque moniteur, notant chaque détail. Finalement, elle hocha la tête. « J'ai besoin d'accéder au dossier des prisonniers et au système de communication. » S est intervenu. « Madame, je ne suis pas sûr que nous devrions. » Sergent S interrompit Walsh. « Tu as eu 3 heures. Des hommes sont sur le point de mourir à cause de vos négociations ratées. » Les mots frappent S comme un coup de poing. Son orgueil a failli coûter la vie à 8 hommes. Ses suppositions avaient mis de bons hommes en danger. « De quoi as-tu besoin » demanda Walsh à Mia. « Tout ce que vous avez sur Marcus Ventura et son équipe. Dossier personnel, rapport psychologique, journaux de communication. Et je dois entrer dans le bloc D. » S la regarda fixement. À l'intérieur, il y avait un suicide. Pour la première fois, Mia sourit. Ce n'était pas un sourire heureux. « Sergent, certains d'entre nous sont entraînés pour des missions suicides » a dit Mia à la sécurité. Elle désigna sans hésiter certains écrans. La caméra a un angle mort derrière la fontaine. La caméra 12 ne couvre pas entièrement la cage d'escalier nord-ouest. Elle poursuivit, l'ascenseur de service de la cuisine s'arrête entre 2 étages, si vous connaissez la bonne séquence. S la fixa du regard. « Comment sais-tu cela » demanda-t-il. Elle l'ignora et continua d'observer les écrans. Ressort garde les otages dans la cour principale, car il pense que c'est l'endroit le plus sûr. Mais il y a un tunnel d'évacuation sous la section CE, l'ancienne buanderie. Walsh se pencha en avant. « Comment peux-tu être au courant pour les tunnels d'évacuation ? » « J'ai besoin des dossiers des prisonniers immédiatement, » dit-elle. Un gardien lui apporta 3 épais dossiers. Mia ouvrit le dossier de Marcus Ventura et alla directement à la page 47, comme si elle savait exactement quoi chercher. Ressort a peur des espaces confinés. Il a développé cette phobie après avoir été enfermé à l'isolement pendant 6 mois en 2018. Son 2e enfant, Torres, est diabétique. Il aura besoin d'insuline dans environ 4 heures, sinon il s'effondrera. Elle ouvrit le 2e dossier et découvrit une page précise. Rodriguez a été abandonné par sa mère à l'âge de 7 ans. Il en fait encore des cauchemars. Jackson doit de l'argent à 3 gangs différents. Sa famille est sous protection de témoins suite à des menaces. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Commentez-vous toutes ces informations personnelles? Mia le regarda directement pour la première fois. Parce que c'est moi qui ai écrit ces fichiers. Le silence retomba dans la salle de contrôle. Tout le monde s'arrêta. J'ai passé 2 ans à répertorier chaque faiblesse, chaque peur, chaque vulnérabilité de tous les criminels dangereux du système fédéral. Je sais exactement ce qui brise chacun de ces hommes. La voix de Walsh se fit plus basse et se transforma en murmure. Que as-tu fait pour le gouvernement? J'étais spécialiste de la guerre psychologique.
J'étudiais les monstres pour que d'autres puissent les arrêter. Elle ferma les dossiers et jeta un coup d'œil aux écrans. Donnez-moi un appareil de communication. Je termine ça dans 30 minutes. S réalisa qu'il n'avait pas seulement manqué de respect à un soldat. Il avait manqué de respect à la personne qui avait littéralement écrit le livre sur ces criminels. Mia fixa un petit microphone à sa chemise et disparut au plafond par un panneau de maintenance. S la regarda disparaître comme si elle l'avait déjà fait 1000 fois. « Vous m'entendez » demanda-t-elle dans les haut-parleurs. « Nous vous entendons » a répondu Walsh à travers les caméras de sécurité. Ils la regardèrent ramper dans des conduits d'aération dont la plupart des gens ignoraient l'existence. Elle se dirigea silencieusement vers le bloc D. « Je me connecte à leur fréquence de communication » murmura-t-elle. Soudain, la voix de ressort emplit la salle de contrôle. Il s'adressa à son équipe dans la cour. « Éliminez les gardes. Il nous reste 50 minutes. » Puis la voix de Mia coupa la communication radio, douce et mortelle. « Bonjour, Marcus. Te souviens-tu du nom de jeune fille de ta mère? Patterson. Te souviens-tu de la poupée que tu cachais sous ton lit jusqu'à tes 14 ans? Monsieur Fuzzy. Te souviens-tu pourquoi ton père est parti quand tu avais 9 ans? » La voix de ressort se brisa. « Qui es-tu, comment? Tu as fait pipi au lit jusqu'à 16 ans, Marcus? Tu l'as dit à ton premier thérapeute à la prison du comté. » J'ai l'enregistrement sur l'écran. Il vit ressort faire les 100 pas, à la recherche de caméras ou de haut-parleurs cachés. Son attitude dure se brisa. Mia changea de cible. « Bonjour, Torres. Ton insuline est dans ton portable, n'est-ce pas, dans la trousse bleue sous ton matelas. Tu as déjà des vertiges. » Torres attrapa sa radio. « Comment sait-elle que je prends des médicaments? » Rodriguez a continué, « Ton vrai nom n'est pas Rodriguez. C'est Roberto Martinez. Tu l'as changé après que ta mère t'a vendu pour payer la drogue. Tu lui envoies encore de l'argent tous les mois, n'est-ce pas? » Rodriguez a laissé tomber son arme et a commencé à trembler. « Jackson, le cartel Hernandez sait où habite ta sœur. 1247 Oak Street, appartement 3B. Il la surveille. » Un par un, les criminels ont commencé à paniquer. Des secrets qu'ils n'avaient jamais révélés à personne leur étaient murmurés à l'oreille par un fantôme qui savait tout. Ressort a crié dans sa radio, « Qui es-tu » La voix de Mia resta calme et froide. « C'est moi qui ai passé 2 ans dans ta tête, Marcus. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. » Mia est tombée du plafond dans la cafétéria de la prison. Ressort se retourna, son arme tremblant dans ses mains. Il murmura, « Toi. » Elle avança lentement vers lui, sans arme, sans soutien, juste une femme en vêtements de travail sales. « Bonjour, Marcus. Prêt à discuter? » Reculez, je tire. Non, tu ne le feras pas. Tu as peur des bruits forts dans les petits espaces depuis que ton père t'a enfermé dans un placard pendant 3 jours. La main de ressort qui tenait l'arme tremblait. Comment le sais-tu? Personne ne le sait. Mia sortit une petite enveloppe de sa poche. Tu veux voir les photos, Marcus? Celle où tu as rencontré le cartel Valdez le mois dernier? Le visage de ressort pâlit. C'est impossible. Personne n'a rien vu. Tu as trahi le trafic de drogue de Torres pour sauver ta peau. Tes propres hommes ne savent pas que tu travailles avec leurs ennemis. Elle a jeté les photos par terre. Il montrait clairement ressort serrant la main des chefs du cartel. De l'argent s'échangeait. Des documents étaient échangés. Tu es un informateur, Marcus. Un traître envers ton propre peuple. Derrière ressort, son équipe a rassemblé les photos éparpillées. Leurs visages sont passés de la confusion à la rage. Patron, qu'est-ce que cela signifie? Demanda Torres en serrant ses médicaments contre le diabète. Vous nous avez trahis. A crié Rodriguez. Ce n'est pas ce que tu penses, commença ressort. 20 000 $, dit Mia calmement. C'est ce qu'ils t'ont payé pour leur fournir des circuits de drogue. Tes amis ici passeront le reste de leur vie en prison à cause de ton trafic. L'équipe a encerclé ressort. Leurs armes étaient désormais pointées sur lui, et non sur les gardes. Vous nous avez trahis pour de l'argent, a crié Jackson. Ressort s'adossa au mur. Ils m'ont forcé. Ils ont menacé ma famille. Tu n'as pas de famille, Marcus. Tu as tué ton cousin pour 50 $ à 19 ans.
Tu te souviens. L'équipe a attaqué son ancien patron. En 30 secondes, c'était fini. Garde, intervenez maintenant, dit Mia dans son micro. Les forces de sécurité se sont précipitées et ont découvert que les criminels se battaient entre eux au lieu de retenir les otages. Les émeutes étaient terminées. 45 minutes après la disparition de Mia dans le plafond, les 8 otages sont sortis vivants du bloc D. Peterson avait la main cassée. Martinez avait besoin de points de suture au cou. Mais tout le monde respirait. L'équipe médicale a transporté d'urgence les gardiens blessés à l'hôpital de la prison. Les criminels restants étaient menottés, trop choqués pour résister. Ressort était inconscient après avoir été battu par ses propres hommes. Mia est sortie du tunnel de maintenance, ses vêtements de travail déchirés et sales. Elle avait l'air d'avoir juste fini de nettoyer le sol plutôt que de mettre fin à la pire crise de l'histoire de Cedar Ridge. Les systèmes sont à nouveau opérationnels, rapporta TL à Walsh. Les serrures électroniques ont été réparées. Les communications fonctionnent. La ventilation est réparée. S la regarda fixement. Vous avez également réparé les systèmes. C'est la procédure standard après une brèche de confinement. Elle l'a dit comme si c'était normal, comme si elle réprimait les émeutes en prison tous les mardis. Le FBI est arrivé 20 minutes plus tard, prêt à lancer une opération majeure. Au lieu de cela, ils ont trouvé les criminels en détention et les otages en sécurité. L'agent principal semblait perplexe. Qui a résolu le problème? Walsh désigna Mia, qui préparait tranquillement son petit sac à dos. Elle fait partie des forces de l'ordre. Pas exactement, répondit Walsh. Mia se dirigea vers la sortie comme si son travail était terminé. Pas de célébration, pas de discours. Elle a fait ce qu'elle avait à faire et maintenant elle partait. S courut après elle. Madame, attendez. Elle s'arrêta et se retourna. S chercha ses mots. Je te dois des excuses. Je t'ai traité comme un moins que rien. J'ai failli faire tuer des gens à cause de mon orgueil. Mia l'observait attentivement. Ce qui compte, c'est que tout le monde soit en vie. Et je t'ai donné un balai. J'ai traité un héros comme un concierge. Les héros n'ont pas besoin de reconnaissance, sergent. Ils doivent juste faire leur travail. Elle sortit par la porte d'entrée, laissant S seul avec le poids de ses erreurs. Dans la salle de contrôle, Walsh examinait déjà des dossiers classifiés sur son ordinateur. Il avait besoin de savoir exactement qui venait de sauver sa prison. Walsh a appelé son contact au Pentagone. J'ai besoin de tout ce que vous avez sur une certaine Mia Blackwood. Ce sont des informations classifiées, monsieur. Elle vient de mettre fin à une prise d'otage dans ma prison. Je crois que j'ai l'autorisation. 20 minutes plus tard, un fichier fortement expurgé est apparu sur son ordinateur sécurisé. La plupart des informations étaient masquées, mais ce qui restait faisait trembler les mains de Walsh. Capitaine Mia V.P. Blackwood, force spéciale, opération classifiée en Irak, en Afghanistan et en Syrie, spécialiste de la guerre psychologique, experte en profilage criminel, contre-insurrection. Le dossier contenait des photos d'elle en uniforme militaire, des rubans sur la poitrine. Une étoile de bronze, une étoile d'argent, un purpelate, des médailles gagnées au cours d'années de combat. Honorablement libérée après 12 ans de service. Recrutée par l'unité d'analyse comportementale du FBI en tant que consultant civil, habilitation de sécurité top secret. S entra dans le bureau pendant que Walsh lisait le dossier. Monsieur, je voulais vous poser une question à propos de la femme à qui vous avez donné un balai. Asseyez-vous, sergent. S vit l'expression grave sur le visage de Walsh et s'assit. Le concierge à qui vous avez donné un balai est le capitaine Blackwood, des forces spéciales. Le tatouage que vous avez vu représente les soldats d'élite de notre armée. S se sentait mal à l'aise. Capitaine, elle est bien plus gradée que moi. De loin. Elle a remporté plus de médailles de combat que la plupart des généraux. Le FBI l'a embauchée spécifiquement pour dresser le profil des criminels dangereux. Walsh a parcouru le fichier. La plupart des détails sont encore classifiés, mais il en reste suffisamment pour se faire une idée. Elle a passé 2 ans à travailler dans les prisons fédérales, dressant le profil des détenus les plus dangereux du système. C'est comme ça qu'elle sait tout de Ressort et de son équipe. S a mis sa tête dans ses mains. J'ai donné un balai à un héros de guerre. Il y a pire, a déclaré Walsh en désignant l'écran. Une ligne partiellement visible disait,
consultant en système de sécurité pour les établissements pénitentiaires fédéraux. Elle n'a pas seulement étudié les criminels. Elle a aidé à concevoir la prison elle-même. S a compris la terrible vérité. Il n'avait pas seulement manqué de respect à un vétéran. Il avait traité l'architecte de l'ensemble de leur système de sécurité comme un concierge. Walsh a trouvé la section non censurée qui a tout changé. Projet Cedar Ridge, consultante principale en sécurité, capitaine Mia Blackwood. Durée, 2021 à 2023. Il avait l'air perplexe. Qu'est-ce que cela signifie? Walsh a continué à lire. Elle n'a pas seulement contribué à la conception de notre système de sécurité, elle l'a créé. Chaque protocole, chaque procédure d'urgence, chaque séquence de confinement, elle les a tous rédigés. Le dossier contenait des plans signés par Emilia, des manuels de sécurité rédigés par le capitaine Blackwood, des procédures de formation élaborées par elle. Mais ce n'est pas tout, a poursuivi Walsh. Regardez le calendrier du projet. L'écran a montré que son travail de conseil chevauchait un autre projet, la base de données criminelle fédérale, le profilage psychologique, le consultant principal, Blackwood. Elle a dressé le profil de tous les criminels dangereux du système fédéral tout en concevant la prison destinée à les détenir. Elle connaît intimement les deux camps. Elle se sentait étourdie. Donc, quand elle a dit qu'elle avait rédigé leur dossier, elle a littéralement créé les profils psychologiques de chaque détenu de cette prison et a conçu toutes les mesures de sécurité pour les contenir. Walsh a trouvé un autre détail à souligner. Regardez la date de sa dernière consultation ici, le 15 mars 2024. Il y a quelques mois seulement, elle est revenue enquêter sur des failles de sécurité. Quelqu'un a divulgué des informations sur nos protocoles. Les émeutes d'aujourd'hui n'étaient pas aléatoires. Ils avaient été planifiés avec des informations privilégiées. Tout est devenu clair. Elle est revenue sous couverture pour trouver la fuite, et vous lui avez donné un balai au lieu de lui donner accès à nos dossiers d'enquête. S a compris l'horrible vérité. Alors qu'il l'a traitée comme une simple employée, elle menait une enquête fédérale. Les émeutes auraient pu être évitées s'il avait reconnu qui elle était vraiment. Monsieur, j'ai peut-être compromis une opération fédérale à cause de mes préjugés. Walsh hocha la tête d'un air sombre. Le capitaine Blackwood a sauvé des vies aujourd'hui, mais elle n'aurait pas dû avoir à le faire. Elle aurait dû être dans ce centre de commandement dès le début, pour diriger l'enquête qui aurait pu empêcher toute cette crise. 3 jours plus tard, S se retrouvait face à l'enquêteur des affaires internes. Sa carrière était en jeu, sergent S, vous avez traité un consultant fédéral comme une femme de ménage pendant une opération en cours. Comprenez-vous la gravité de votre erreur? Oui, monsieur. J'en assume l'entière responsabilité. Vos préjugés ont failli compromettre une enquête fédérale et auraient pu nous empêcher d'arrêter cette émeute avant qu'elle ne commence. S avait répété ses excuses. Il aurait pu blâmer le chaos, la confusion, la pression, mais, assis là, il avait préféré l'honnêteté. J'ai vu ce que je m'attendais à voir plutôt que ce qui était réellement là. J'ai laissé mes préjugés sur l'importance des gens me faire rater l'occasion d'éviter une crise. L'enquêteur prit des notes. Que feriez-vous différemment? Je jugerai les gens sur leurs actes, pas sur leur apparence. Je poserai des questions avant de formuler des suppositions. J'écouterai plus que je ne parlerai. Plus tard dans la journée, Walsh convoqua S dans son bureau. Mia était assise en face du bureau. Le capitaine Blackwood s'est vu offrir le poste permanent de responsable de la sécurité ici à Cedar Ridge, annonça Walsh. S la regarda. C'est une excellente nouvelle, madame. J'ai accepté, dit simplement Mia, mais j'ai une condition. Walsh haussa un sourcil. Laquelle? Le sergent S conserve son poste. S la regarda, stupéfait. Madame, vous n'êtes pas obligée de. Vous avez fait une erreur. Vous l'avez assumée. Vous en avez tiré des leçons. C'est plus que la plupart des gens. Elle se tourna vers Walsh. Les bons leaders ne sont pas ceux qui ne font jamais d'erreur. Ce sont ceux qui échouent, apprennent et font mieux la prochaine fois. Walsh réfléchit. S, tu seras rétrogradé au grade de caporal et tu devras suivre une formation sur les préjugés, mais tu gardes ton poste. S sentit les larmes lui monter aux yeux. Merci, capitaine. Je ne laisserai pas passer cette seconde chance. Mia se leva. Demain, nous commencerons à mettre en œuvre les nouveaux protocoles. Chacun sera traité avec respect jusqu'à preuve du contraire, et non l'inverse.
En s'éloignant, S réalisa qu'elle venait de lui donner la leçon la plus importante de sa carrière. 6 mois plus tard, Cedar Ridge avait changé. Le caporal se tenait à l'entrée principale lorsqu'un nouvel agent d'entretien arriva pour son premier jour. L'homme portait des vêtements usés et parlait avec un fort accent. L'ancien l'aurait immédiatement jugé, mais le nouveau s'approcha respectueusement. « Bonjour, monsieur. Je suis le caporal. Bienvenue à Cedar Ridge. » Il lui serra fermement la main. « Comment vous appelez-vous »« Miguel Santos. »« Monsieur Santos, laissez-moi vous faire visiter les lieux. » Le capitaine Blackwood insiste pour que tous les nouveaux employés comprennent nos protocoles de sécurité, quel que soit leur rôle. Miguel parut surpris. « Le capitaine souhaite rencontrer le personnel de maintenance ? Tous ceux qui travaillent ici sont importants, monsieur Santos. Nous l'avons appris à nos dépens. » S le conduisit au poste de commandement où Mia examinait les rapports. Elle leva les yeux et sourit. « Monsieur Santos, bienvenue dans l'équipe. Votre travail est important ici. Vous aurez accès à des zones que la plupart des gens ne voient pas. Si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel, bruit, odeur ou activité, signalez-le immédiatement. » Miguel hocha la tête, impressionné par son ton sérieux. « Nous avons appris que les personnes qui accomplissent des tâches quotidiennes remarquent souvent des choses que les autres ne voient pas. Vos yeux et vos oreilles contribuent à la sécurité de tous. » S observa cet échange avec fierté. C'était le protocole VIP en action. Dès le premier jour, chacun fut traité avec professionnalisme et respect. Au cours des mois suivants, la nouvelle se répandit dans le système pénitentiaire. D'autres gardiens appelèrent Walsh pour lui demander comment il avait accompli une transformation aussi miraculeuse. « Comment avez-vous pu changer la culture si rapidement ? Nous avons cessé de juger les gens sur leurs uniformes et avons commencé à les juger sur leurs performances, » répondait Walsh. L'histoire de la femme de ménage qui a mis fin à une émeute est devenue légendaire dans les milieux policiers, mais surtout, elle est devenue un exemple de formation. Grâce à l'étude de cas de Blackwood, les nouvelles recrues ont appris à ne pas se fier aux apparences. Elles ont découvert comment les préjugés pouvaient les rendre aveugles aux ressources dont elles disposaient. Cedar Ridge est devenu un modèle que d'autres prisons ont tenté d'imiter, non pas grâce à des technologies sophistiquées ou à des budgets plus importants, mais parce qu'elles ont appris à voir les gens tels qu'ils sont. Un an après les émeutes, Mia se tenait devant une salle remplie de gardiens de prison venus de tout le pays. Elle portait son uniforme de cérémonie, arborant des médailles qu'S n'avait pas remarquées lors de son premier jour. « La personne la plus susceptible de résoudre votre crise est peut-être celle à laquelle vous vous attendez le moins », a-t-elle déclaré au public. Derrière elle, une photo montrait l'endroit exact où elle avait affronté l'émeute. Une petite plaque indiquait désormais VIP. L'endroit où les préjugés ont disparu et où le leadership est né. « Nous appelons cela le protocole VIP, » a poursuivi Mia. Chaque nouvel employé, du concierge au directeur adjoint, reçoit le même accueil professionnel, le même respect et la même considération pour sa valeur. Un directeur du Texas a levé la main. Et si quelqu'un n'est qu'un concierge, il faut le traiter avec dignité, car son travail est important, mais surtout, on ne sait jamais quand il pourrait devenir notre plus grand atout. S, promu sergent après avoir prouvé sa transformation, prit ensuite la parole. « J'ai failli coûter la vie à 8 personnes parce que j'avais jugé quelqu'un sur ses vêtements plutôt que sur son caractère. Ce jour-là, la personne la plus dangereuse de notre établissement n'était pas les détenus émeutiers, mais mes propres préjugés. Le capitaine Blackwood leur a sauvé la vie malgré mes erreurs, et non grâce à mon aide. » Le public écoutait en silence. La question que chacun de vous doit se poser est la suivante: combien de ressources votre établissement perd-il à cause de ce que vous croyez voir? Après la présentation, S s'est vu proposer des postes dans 3 agences gouvernementales différentes. Tous souhaitaient embaucher celle qui avait révolutionné la gestion pénitentiaire. Elle a refusé. « Je n'en ai pas fini », a-t-elle dit à Walsh. « Nous avons transformé une prison. Maintenant, je veux les transformer toutes. » L'effet d'entraînement s'est poursuivi. Des points VIP sont apparus dans les établissements pénitentiaires de tout le pays, rappelant à tous que la compétence peut venir de n'importe où et de n'importe qui. Le changement le plus important ne résidait pas dans les manuels de politique ni dans les programmes de formation. Il résidait dans la question simple que tout dirigeant a appris à se poser: qu'est-ce qui me manque? 2 ans après les émeutes, Mia était sur scène lors de la cérémonie de remise des National Law Enforcement Awards. Le président des États-Unis lui a décerné un prix pour service distingué,
récompensant son travail exceptionnel dans l'élaboration de protocoles innovants de gestion pénitentiaire qui ont transformé les établissements pénitentiaires à l'échelle nationale, pouvait-on lire dans la citation. Dans l'Assemblée, a observé, les yeux embués de larmes. Maintenant directeur de son propre établissement, il avait appliqué le protocole VIP dès son arrivée. Lorsque Mia saisit le micro, elle fixa S droit dans les yeux. Ce prix revient à tous ceux qui comprennent que le leadership ne se trouve pas dans l'uniforme, mais dans les décisions que l'on prend lorsque personne ne s'attend à rien de nous. Elle fit une pause, puis reprit. Il y a 2 ans, un sergent m'avait porté des jugements sévères qui avaient failli coûter des vies. Mais ce même sergent a eu le courage de reconnaître ses erreurs, d'en tirer des enseignements, et de devenir un leader meilleur. Aujourd'hui, le directeur S dirige l'un des établissements pénitentiaires les plus performants du pays. Le public applaudit S, ému aux larmes. Les paroles les plus dangereuses en matière de leadership sont « je sais ce que je vois ». Les plus puissantes sont « qu'est-ce que je ne vois pas ». Après la cérémonie, S s'approcha d'elle. « Capitaine, j'ai encore du mal à croire que vous ayez sauvé ma carrière malgré mes erreurs. » Tu as sauvé ta carrière en choisissant de progresser plutôt que de chercher des excuses. C'est le type de leader dont nous avons besoin. Elle lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une annonce de bourse, la Fondation Humilité et Leadership. Un fonds annuel destiné à former les agents pénitentiaires à la gestion des préjugés et au leadership inclusif. C'est vous qui avez créé cette fondation ? Demanda S. Nous la créons ensemble. Je finance ? Tu apportes ton expérience de terrain. Ensemble, nous nous assurons qu'aucun dirigeant ne néglige sa ressource la plus précieuse à cause de ses billets. 5 ans plus tard, la Fondation avait formé plus de 10 000 agents pénitentiaires à travers le pays. Le protocole VIP était devenu la norme dans les établissements fédéraux. Mais la véritable victoire ne résidait pas dans les récompenses ou la reconnaissance. Elle se trouvait dans les vies transformées. Des gardiens ayant appris à discerner clairement. Des détenus traités avec la plus élémentaire dignité humaine. Et des dirigeants ayant compris que la force véritable venait de la reconnaissance de leurs faiblesses. La femme de ménage qui avait mis fin à une émeute était devenue l'enseignante qui mettait fin aux préjugés.